Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment peut-on parler de philosophie quand la philosophie est peut-être le grand lapsus de l'esprit, quand elle est peut-être un acte manqué, quand elle n'arrive pas toujours à fixer ce que les Allemands auraient appelé une Weltanschauung, une vision du monde. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux philosophes. Ismaël de Kerby, philosophe de formation, professeur de philosophie, et Fabrice, qui est chercheur à Paris 8, à l'École normale supérieure. Messieurs, bonsoir. Bonsoir D'Angelo, bonsoir Fabrice, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir D'Angelo, Ismaël, bonsoir. Messieurs, lorsqu'on est philosophe et qu'on reçoit la question suivante, comment allez-vous? Comment peut-on répondre à ça? Ismaël, si je te dis, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je te répondrai rapidement pour le langage ordinaire que ça va bien, mais au fond, on peut toujours se re-questionner si est-ce que vraiment on peut aller bien dans un monde qui va mal. Donc c'est déjà un ensemble de questions que l'on peut se poser, mais juste avant d'entrer dans le fond de notre discussion de ce soir, je voudrais saluer quelques amis, quelques individus, notamment la belle équipe de Café Philo. Je pense notamment à mon ami Casimir et Ralph Jean-Baptiste, pour ne citer que ces deux noms, mais aussi je ne peux pas oublier ces infatigables débatteurs que sont les amis du Champ de Mars. Et puis celui qui m'a initié vraiment à la philosophie, mon maître, Jean-Louis Chéner. Voilà. Donc, comment ça va? Eh bien, il faut dire que ça ne va pas toujours bien quand on est philosophe. Parce que, comme le disait Nietzsche, le philosophe, c'est celui qui incarne la mauvaise conscience de son temps. Donc, c'est celui où, quand tout le monde jubile, quand tout le monde se réjouit, qui se dit il y a un problème et qu'il faut d'abord penser ce problème, probablement de proposer quelques solutions, mais on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Fabrice, est-ce que tu es dans ce profil nietzschéen du philosophe tragique qui n'est ni optimiste ni pessimiste, mais qui veut regarder le réel dans ce qu'il est et l'affronter dans sa torpeur et sa folie? Parfaitement, et je crois que tu lis dans mes pensées. À vrai dire, j'allais justement dire que pour rebondir sur ce que vient de dire mon ami Ismaël, je suis bien dans la perspective nietzschéenne, dans le sens où, n'étant ni pessimiste ni optimiste, je suis justement tragique, c'est-à-dire je regarde le réel tel qu'il est, et ce qui me permet aussi d'être joyeux, parce que justement la joie, c'est ce que l'on exprime en dépit du monde. Le monde peut être tragique, le monde peut être absurde, mais la joie nous permet justement, nous met dans un état de jubilation en dépit de cette tragédie, en dépit de la douleur du monde, justement. Donc la joie est possible en philosophie, parce que la joie est dans la perspective tragique, mais justement, la philosophie nous plonge d'emblée dans une angoisse permanente, dans une angoisse quotidienne, parce que la réflexion sur le monde et la réflexion sur le réel n'est pas une tâche aisée. Donc on peut aller bien en philosophie, mais le plus souvent on va mal. Et l'angoisse philosophique, c'est une angoisse qui tend à mettre en place des schèmes d'intelligibilité, des portes de sortie, des logiques de compréhension du monde et de l'absurde. Ou bien cette angoisse philosophique serait faite de mille autres choses? Absolument. Être philosophe, c'est d'abord et avant tout avoir conscience et penser le monde et penser son monde, si vous voulez. Penser le monde de manière générale à partir de son monde, de son vécu, justement. Le monde tel qu'il va, il y a mille et un sujets, justement, un objet qui pourrait nous enlever la joie de vivre. Mais malgré tout, comme l'a si bien dit Fabrice tout à l'heure, il faut se sculpter un moment de joie, un moment de bonheur quand on est philosophe. Et c'est notamment ce qu'a fait quelqu'un que j'aime bien, ce Hollandais philosophe qui s'appelle Spinoza.
Spinoza, c'est quelqu'un qui a été ostracisé très jeune, à 24 ans. Il a été mis à l'écart par sa communauté, la communauté juive. Et malgré tout, c'est celui qui a donné au monde une philosophie du bonheur et de la joie, une philosophie de la félicité. Donc oui, on peut être aussi nietzschéen, c'est-à-dire la philosophie, ça incarne tellement de possibilités de point de vue que l'on ne peut pas avoir une figure type, si vous voulez, de ce que doit être un philosophe. Donc on peut être Spinoza ou bien être nietzschéen. Ça dépend. Fabrice, quelle tradition philosophique porte bien l'idée du bonheur en philosophie? L'idée du bonheur en philosophie. Est-ce que tu dirais carrément l'épicurisme ou... Non, il y a un problème avec le mot bonheur, le concept de bonheur, c'est que justement j'avais eu une discussion avec quelqu'un sur cette question-là. À vrai dire, le bonheur n'est pas dans le monde. Le bonheur, c'est ce qui est au-delà du monde. Le bonheur est spirituel avant tout. Le bonheur, c'est ce qui vient, c'est ce que nous procure un au-delà du monde. Tandis que la joie, justement, la joie est dans le monde. La joie se manifeste dans le monde et en dépit de ce dernier. Donc, dire que une philosophie matérialiste procurerait ou permettrait d'accéder au bonheur, moi je pense qu'il y a là antinomie, parce que le bonheur n'est pas dans l'épicurisme. L'épicurisme ne prône pas cette question du bonheur tel que je l'entends, c'est-à-dire l'accessibilité à un état, une béatitude qui surplomberait le monde. Non, je ne dirais pas cela. Par contre, il y a dans l'épicurisme, par exemple, un état de satisfaction, de bien-être, qui n'est pas la béatitude, qui n'est pas le bonheur spirituellement parlant. C'est un bien-être avec ce que l'on a, on vit avec ce que l'on a. Donc le bonheur existerait dans un arrière-monde? Dans un au-delà du monde. Ce qui fait que à chaque fois que nous disons que nous sommes dans le bonheur, nous sommes dans une fax, Ismaël? J'ai bien envie d'emboîter le pas à Fabrice, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, même s'il n'a pas eu le temps de développer davantage ce qu'il entend par le bonheur. Mais il va revoir la question. Au-delà du monde, moi je pense qu'on peut avoir une redéfinition de ce qu'est le bonheur. Justement, tel que l'entendaient les Grecs, les Romains ou bien les penseurs modernes, on peut revoir le concept de bonheur. D'ailleurs, la philosophie, ça consiste justement à remettre en question ce qui apparaissait, ce qui était jusque-là évident pour tout le monde. Donc, avoir le bonheur, dire que le bonheur c'est au-delà, ça va au-delà du monde, moi je pense qu'on peut se forger un morceau de bonheur ici et maintenant. Mais même dans une logique bêtement spinoziste, un autre monde, un hors-monde, un en dehors de la nature, ça ne saurait exister. Justement, on est dans un panthéisme avec Spinoza. C'est-à-dire, on ne sort pas de la nature. Dieu, c'est la nature. La substance égale Dieu égale nature chez Spinoza. On ne s'en sort pas. Alors, le bonheur, dans la logique spinoziste, n'existe pas. Du moins, il n'y a pas de place pour le bonheur dans cette logique de pensée. Ça dépendrait justement de la définition que l'on donne au bonheur. Oui, justement, j'allais vous demander cette question. Quand nous parlons de bonheur, nous parlons de quoi, messieurs? Juste avant de répondre à ce qui formerait le contenu du bonheur, je pense qu'il y a un bonheur spinozien, excusez-moi, et même si ça pose problème. Il y a Pierre-François Moreau qui parle des problèmes spinozistes, ou bien purement liés à la pensée de Spinoza. Est-ce qu'il n'existerait pas de bonheur? Oui, il y a un bonheur. D'ailleurs, tout l'éthique, le livre majeur de Spinoza, ne fait que proposer au monde une autre manière de se comporter, de vivre. La seule question, comme étant de la pensée spinozienne, il n'y a pas, quand je dis pensée spinozienne, c'est ce qu'a pensé Spinoza lui-même. Après, il y a eu toute une tradition, toute une continuité, pensée spinoziste, qui ont remodelé, si vous voulez, la vision des choses, ou ont prolongé ce qu'a pensé Spinoza. Il y a un bonheur chez Spinoza, qui consiste justement à atteindre ce qu'il appelle le 3e degré de connaissance. Ouais. Pour lui, il existe 3 formes, ou bien 3 degrés de connaissance. Une première forme, par où dire, c'est-à-dire on n'a pas un contact direct. Une deuxième forme que l'on essaie de saisir le monde, plus ou moins par la raison, par des concepts. Et une 3e forme de connaissance, ce qu'il appelle la pensée intellectuelle de Dieu, c'est-à-dire on voit les choses exactement comme Dieu les voit. En d'autres mots, celui qui se veut heureux, c'est quelqu'un qui doit passer de la première forme de connaissance pour arriver à la 3e forme, bien 3e genre de connaissance. Mais c'est ce même Spinoza. Alors, j'allais dire très rapidement, c'est ce même Spinoza
qui a mis en place tout le concept de l'ataraxie. Hein, cette élévation de l'âme, cette Non. âme tempérée, Le concept, posée. si tu permets, D'Angelo, le concept de l'ataraxie, justement, je ne crois pas que ça a été développé par Spinoza, ça a été Quand développé tu as par Épicure. travaillé dessus, Ça a été développé par Épicure. Le concept d'ataraxie qui veut dire la paix de l'âme. ouais, cette tranquillité de l'âme. Cette tranquillité de l'âme, cette paix de l'âme, c'est Mais dans c'est l'éthique, une il y a question plusieurs épicurienne. moments où cette ataraxie est mise en avant. Bon, Disons plutôt, si vous permettez, disons plutôt qu'on trouvera des concepts comme béatitude, ouais. qui ressemblent fort à ce qu'a pensé Spinoza, même si d'Épicure à Spinoza, il y a eu quand même de grands pans de pensée qui ont été véhiculés, qui ont été modelés, et qui a fait que Spinoza a hérité d'une pensée, d'un concept qui a été 1000 fois travaillé avant qu'il lui soit parvenu. Donc on trouve la béatitude, mais qui va bien sûr au-delà, si vous voulez, de ce que les Grecs appelaient l'ataraxie. Est-ce que vous voyez, messieurs, l'homme sur deux dimensions, c'est-à-dire l'homme avec un corps et un esprit? Et le bonheur dans tout ça, est-ce que ce serait une paix de l'esprit ou bien une paix du corps ou bien les deux? Ou bien est-ce que déjà vous rejetez en bloc cette idée de l'homme, entité bidimensionnelle? Bon, je réponds, parler de l'homme de fractionné en deux, je crois que Descartes en a parlé, justement si on veut commencer par Descartes, Descartes a parlé de cette fraction en deux, ça veut dire que l'esprit serait un pilote à l'intérieur de notre corps et il y aurait la glande pinéale qui relierait l'âme et le corps, le pilote à la machine. C'est une perspective cartésienne. Par contre, on pourrait sortir de cette affaire-là, sortir de cette bidimensionnalité de l'homme pour dire que non, si l'homme participe à une vie de l'esprit, c'est-à-dire la vie de l'esprit n'est rien d'autre que notre conscience qui se manifeste matériellement dans notre cerveau, mais il n'y a pas une entité spirituelle à l'intérieur de nous qui serait un pilote et notre corps qui serait le véhicule que ce pilote-là, c'est-à-dire notre âme, dirigerait. Non, pas du tout. Je crois que l'homme a une vie de l'esprit, cette vie de l'esprit que André Comte-Sponville, justement, a parlé dans un de ses livres. Et Sponville disait que l'homme, dans sa spiritualité, a une spiritualité, parce que si l'on va dans l'étymologie du mot spiritualité, spiritus, c'est une vie de l'esprit, il y a une vie de l'esprit chez l'homme, c'est parce que l'homme, en tant qu'être mortel, participe à l'infini, c'est-à-dire a accès à l'infini de par sa pensée, et en tant qu'être temporel, a accès à une forme d'éternité, etc. Donc on participe à une certaine idée, la pensée nous permet d'accéder à une certaine dimension, mais ce n'est pas notre âme qui permettrait cette affaire-là, ce serait une partie de nous-mêmes. Mais messieurs, rien que pour vous taquiner, est-ce que cette vie de l'esprit, cette spiritualité, ne serait pas une vie matérielle hautement sophistiquée? Oui, étant profondément touché par celui qui m'a le plus approfondi, qui m'a le plus travaillé, par Spinoza justement, il y a un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio. Il est justement un grand spécialiste de Spinoza. Il est à la fois neuroscientifique et philosophe. Donc il est, comme on dit, en un mot, il est neurosophe. Il a fait des travaux expérimentaux justement, et il a compris que Spinoza avait raison. Alors là, je reprends un titre qu'il a écrit justement pour dire que Spinoza avait raison quand il disait « Il n'y a pas un esprit d'un côté et un corps de l'autre ». Ce sont deux mots que nous utilisons pour parler de la même réalité. Et Nietzsche va dire un peu plus tard « Je n'ai pas un corps, je suis un corps, je suis mon corps ». Pour vous dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre ce que l'on appellerait l'esprit, sinon que dans une perspective assez large, c'est-à-dire de l'ensemble des réalités mentales, c'est-à-dire l'imagination, la pensée, la réflexion et autres, quand on parle du mot esprit. C'est déjà un concept très chargé dans l'histoire, qui a été travaillé 1000 fois justement, mais parler de l'homme comme une ou bien une tridimensionnalité, ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour des personnes qui sont un peu très pointilleuses sur cette question, les expérimentaux. On ne peut pas faire la démonstration de l'âme ni de l'esprit. Par contre, on peut faire, autant qu'on le voudrait, des démonstrations sur le corps et ses diverses activités. Donc, parler d'un monde et d'un extra-monde, d'un corps et d'une autre chose qui ne serait pas mon corps, ça pose déjà beaucoup de problèmes.
est-ce que l'esprit, messieurs, et là c'est encore pour vous taquiner, est-ce que l'esprit peut exister en dehors d'un cadre matériel? J'entends beaucoup d'Haïtiens dire ils sont attaqués par des esprits, par des mauvais esprits. La personne peut carrément téléguider un mauvais esprit pour te faire du mal. On peut, dans une cérémonie religieuse, appeler des esprits. Les esprits descendent, dit-on. Est-ce que, messieurs, il y a comme une mesure entre ces données-là et la vérité? Bon, en fait, qu'est-ce que la vérité, justement? C'est la réponse de Jésus à Pilate. Mais au fait, moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas ethnologue, je ne travaille pas sur cette question, sur ce genre de questions. Par contre, ce que je peux dire, personnellement, en tant que jeune étudiant qui vit en Haïti, travaillé par le réalisme merveilleux, il y a des choses, justement, que l'on ne peut pas expliquer dans notre société parce que juste on est travaillé, nous tous ici, on est travaillé par cette symbolique-là, par cette trame. Mais tu ne dirais pas encore qu'on ne peut pas encore expliquer, tu ne mettrais pas le encore? Non. Qu'on n'arrive pas encore? Je crois que je suis fondamentalement un anti sur ce genre de questions. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour le fait de dire qu'il y aurait des esprits qui descendent sur Terre matériellement, qui se matérialisent. Non, non. Qui rentrent dans des corps. Qui prennent possession, non, pas du tout. Et je on crois entre que en transe, on est habité par un esprit. Habité, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de cette affaire, mais je crois que le docteur Louis Mars a travaillé sur ce genre de questions-là dans l'ethnopsychiatrie. Je crois qu'il a développé une approche plus ou moins scientifique de cette affaire-là. Donc, Ismaël, on peut être attaqué par des mauvais esprits lorsqu'on est philosophe, penseur, rationaliste. Rentrer en convulsion, faire des crises momentanées, c'est une question qui intéresse beaucoup, pas seulement les anthropologues, mais aussi des chercheurs dans les disciplines connexes, comme la neuroscience par exemple. C'est d'abord, on ne peut pas dire que le corps est possédé par un esprit, tant qu'on n'aura pas su vraiment ce que peut le corps, comme le dirait Spinoza. Qu'est-ce que notre corps, de quoi notre corps est-il capable? Est-ce qu'on est encore arrivé à la limite de la corporéité, pour parler dans un langage heideggerien? Est-ce qu'on est déjà abouti, est-ce qu'on a abouti à la finalité, je veux dire, à la fin, à la limite de notre corporéité? Je ne le crois pas, et ceci nous fait poser pas mal de questions. Mais je suis quand même prudent devant ces questions-là, quand on aborde les esprits, quand on aborde les lois, etc. Et tu vois, je n'ai pas voulu parler de loi. Il y a une réalité, justement, qui est devant nous et qui peut paraître, à première vue, incompréhensible. Mais quand on s'y met, quand des chercheurs, des scientifiques, des ethnologues, des anthropologues, voire des sociologues se mettent à parler de ces choses-là, on voit qu'il y a des explications rationnelles. Jusque-là, on a dit que ce n'est que le corps qui travaille. Donc dire que quelqu'un soit possédé par un esprit ou par n'importe ce que vous voulez, une âme, etc., ça pose des problèmes aux scientifiques notamment. Y aurait-il, messieurs, une paraphilosophie, la possibilité de laisser exister une paraphilosophie, tout comme il y a une parapsychologie qui s'occupe de phénomènes soi-disant parapsychologiques? Est-ce que vous vous voyez dans des cabinets, dans des logiques de réflexion un peu paraphilosophiques? Allez voir ce qui se passe dans ces milieux-là. Est-ce qu'on peut développer une philosophie des sociétés Champouel? Bon, en tout cas, je voudrais d'abord rebondir un peu sur ce que vient de dire Ismaël. En fait, effectivement, le corps a beaucoup de possibilités. Ça me fait penser au texte de Paul Valéry sur la philosophie de la danse. Parce que Valéry parle de la danse comme devant nous permettre d'explorer toute la palette de possibilités que nous offre le corps, la palette de mouvements que nous pouvons exprimer avec ce corps-là. Et pour revenir sur ta question, personnellement, je crois que, bon, je ne comprends pas trop ce que tu entends par paraphilosophie, parce que ce qu'on entend par discipline parascientifique, ce serait toutes les études à caractère scientifique, entre guillemets, qui s'intéresseraient à l'occultisme, par exemple, aux sciences occultes. Je suis là. C'est là que tu es. Bon, moi, je ne vis pas, je ne comprends pas une paraphilosophie. Je ne sais pas ce qu'elle serait. Donc, c'est pour moi difficile de répondre à une telle question, en fait. Bon, comme philosopher, c'est peut-être toujours mobiliser les actifs de la raison,
J'ai envie de vous demander, messieurs, si la raison, elle est une d'une nationalité à une autre. Est-ce que la raison allemande est la raison française? Est-ce que la raison française est la raison haïtienne? Y a-t-il une raison humaine? Ou bien est-ce que les raisons ne seraient pas des processus de pensée surdéterminés par des cadres, par une situation spatio-temporelle et des données qui nous ont été données par l'extérieur? Je crois qu'en posant toutes ces questions, les réponses se trouvent donc, justement dans la question que tu as posée, D'Angelo. Est-ce qu'il y aurait une raison universelle, pour le dire un peu de mots, une raison qui transcenderait les frontières et qui serait la raison humaine, c'est-à-dire en faisant fi des particularités? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'à présent, on ne se met pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une raison. Parce que ce que l'on appelle la raison comme faculté, ce dont tout le monde est muni, justement, Pour être on ne cartésien, l'articule pas de la même manière suivant qu'on est au XVIe siècle, suivant qu'on est au XVIIIe siècle, ou bien suivant que l'on soit au XXe siècle. C'est-à-dire ce que l'on appelle raison, il n'y a pas eu une raison universelle, il y a des raisons, des formes de rationalité qui se sont universalisées. Par exemple, c'est tout le drame qu'ont vécu ces populations qui ne sont pas occidentales. C'est-à-dire ces cultures-là où le monde occidental, avec sa philosophie, avec sa conception des choses et du monde, on a vu qu'il y a eu, plutôt qu'acceptabilité facile, il y a eu un choc. voilà. Ce qui veut dire la raison de ce qu'on ne sait plus à appeler les sauvages n'était pas nécessairement la raison de Descartes, par exemple. C'est déjà Robinson qui rencontre vendredi. On va voir tout Voyez. ça dans quelques minutes. Pour l'instant, on va marquer une toute petite pause. Vous faites bien de regarder cette émission. Allez, respirez. Autre moment dans Délivrez-vous, la fameuse, la grande, la difficile question qui hante les philosophes depuis Leibniz, laquelle question que je m'en vais poser à mes invités, Ismaël et Fabrice. Messieurs, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bon, personnellement, cette question, effectivement, c'est une question difficile. C'est une question qui a traversé toute la pensée occidentale depuis Leibniz. Et c'est la question philosophique par excellence, on peut dire. Mais on sait tous que la philosophie n'a pas pour objet de répondre à des questions. En vrai dire, les questions sont beaucoup plus importantes que les questions. Il n'y a les réponses. que les réponses, justement, merci. Il n'y a pas une réponse à cette question-là. Donc, si on la pose, c'est juste une manière de réfléchir à une problématique qui est la problématique de l'origine, de la genèse, d'où l'on vient et d'où l'on va, justement. Donc, je ne pense pas que nous aurons à attendre de la philosophie qu'elle réponde à cette question-là. Au contraire, ce que l'on peut attendre de la philosophie avec cette question qui est très difficile, c'est bien la formuler pour nous aider à nous situer nous-mêmes en tant qu'hommes et en tant qu'êtres éphémères. Ismaël, avant que tu ne rebondisses sur cette question, Fabrice vient de dire que la philosophie, elle ne répond pas. Or, le monde actuel, le monde de la finance, le monde de la rapidité, le monde de l'évaluation et des résultats, le monde de l'argent, c'est un monde pressé. Quel est l'intérêt d'une pratique philosophique quand le monde d'aujourd'hui va vers d'autres énergies et empêtré dans un certain utilitarisme? Je crois qu'il faut comprendre la réponse de Fabrice quand il dit que la philosophie ne répond pas, c'est que la philosophie n'a pas la prétention d'avoir une réponse définitive. Comme par exemple en technique, on voudrait savoir pour sortir d'un lieu pour arriver à un autre, quelle locomotion qui serait plus rapide, qui serait plus appropriée pour transporter par exemple 10 ou 20 personnes. On n'a qu'à trouver le moyen le plus utile, le moyen le plus correct. Mais en philosophie justement, il y a eu des propositions. Aujourd'hui, on parle de république. Mais dites-vous que la première personne à avoir imaginé, à avoir pensé un monde qui s'appellerait république, c'est déjà Platon. Dites-vous que nous sommes dans un monde où l'on essaie de faire s'asseoir une question de démocratie, mais les philosophes l'ont pensé. On ne peut pas penser la démocratie moderne, par exemple, sans un Jean-Jacques Rousseau. Il y a eu et il y a des propositions philosophiques, mais ce sont des questions qui ne se contentent pas d'être absorbées par la réponse qu'apporteraient les faits,
mais qui sont toujours retravaillés, qui sont toujours en avant, c'est-à-dire les questionnements valent beaucoup plus que les propositions positives. Et ça sert toujours à quelque chose de philosopher en 2016. Autrement, j'arrêterais ou je mourrais. Je crois que la philosophie, ça m'a aidé, ça m'a sauvé. Je suis philosophe pratiquement sans aucune prétention. Je suis philosophe à des moments assez particuliers. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme de 17 ans qui regarde maintenant Délivrez-vous? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tu as évoqué l'âge de vélo, tu as évoqué l'âge. C'est déjà Épicure qui disait, celui qui dit qu'il est trop vieux pour philosopher ou qu'il est trop jeune pour philosopher, c'est comme quelqu'un qui se dit qu'il est trop jeune pour avoir la santé ou trop vieux pour avoir la santé. Donc, il n'y a pas, c'est pas une question d'âge, justement, la philosophie. C'est plutôt une question, une manière de voir, d'articuler et d'incarner sa vie dans le monde, plutôt que, si vous voulez, une question d'âge. Donc, dans un monde qui va vite, d'ailleurs, la vitesse, on a toujours dit que le monde va aussi vite que la jeunesse. Parce que le mouvement, la rapidité, la rentabilité, c'est les affaires de tous les jours. Les jeunes n'en sont pas épargnés. C'est-à-dire quelqu'un avec son téléphone portable, il passe presque tout son temps. Rapidement, on se fait connecter d'un point du monde à un autre. Vous voyez? C'est-à-dire le temps se trouve reconfiguré par le marché, par la finance, comme tu as dit. Tout ce qui n'est pas rentable est vite relégué ou relayé à l'arrière-monde, c'est-à-dire à d'autres plans. Donc ce qui compte, c'est ce qui rapporte, ce qui permet à la fisc de mieux s'établir. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais des philosophes comme par exemple Heidegger n'ont pas manqué de fustiger justement un monde où la technique et la science sont dressées, sont campées comme les seules manières de voir et de faire les choses. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter, d'abord les philosophes justement, il n'a pas toujours été facile pour eux de se défaire de ce monde. Vous et moi et Fabrice, nous sommes dans un monde qui fait des pressions justement sur nous. Notre temps semble être réglé. On fait une émission qui va durer un temps précis. On voudrait aller au-delà, ou peut-être on voudrait aller en deçà, mais notre temps également est réglé. Donc, la manière de se réapproprier le monde, comme le dirait Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est-à-dire un nouvel ordre du temps, c'est justement sortir de ce temps-là, le temps que nous propose Onfray dans son livre Cosmos, c'est d'avoir le temps virginien, c'est-à-dire le temps qui se fout pas mal de la marchandise, de la rapidité, de la science même, c'est-à-dire de la technique, mais plutôt de rentrer dans un temps typiquement humain. Oui, mais j'aime bien cette notion de temps humain. Je voudrais interpeller Fabrice à ce niveau-là et rentrer un peu dans la petite bulle de Kant. Ce temps-là dont parle Ismaël, est-ce que tu le vois beaucoup plus dans le monde en soi ou bien dans le monde tel que nous le voyons? Où placer le temps humain quand le monde est en nous et le monde est hors de nous? Non, mais là justement, on rentre dans les différences d'approche sur le temps. Il y a un temps pour le physicien, il y a aussi un temps pour le philosophe. Évidemment, Kant disait que l'espace et le temps, c'est en nous, dans notre entendement. Dans notre entendement, ça nous interpelle et ça renvoie au temps existentiel. Mais moi, personnellement, je voudrais rebondir, si tu permets, sur ce que l'on disait, et sur le fait d'aller vite, sur le fait d'aller très très vite pour répondre à une exigence du temps. À vrai dire, lorsqu'on rentre en philosophie, on rentre dans l'école de la lenteur. C'est-à-dire, on rentre... L'école de la lenteur, c'est une belle formule. Non, mais c'est justement l'école de la lenteur parce que là, on a affaire avec des livres, on a affaire à des textes, on a affaire à des auteurs décédés depuis des siècles, qui ne sont pas là pour nous expliquer leur approche, mais qui sont là justement à travers leurs livres, qui peuvent parfois être d'autant plus difficiles qu'ils sont d'autant plus loin dans le temps. Donc, lentement, très lentement, l'on doit essayer de comprendre pour cerner une pensée qui nous a précédés. Je voudrais aussi ajouter que Jean Price-Mars, dans une de ses conférences sur la lecture, termine cette conférence en disant « Lisez, jeunes gens, lisez beaucoup, lisez lentement ». Donc, la lecture, la philosophie, parce qu'elle nous renvoie au texte systématiquement, me paraît en décalage avec ce monde-là, me paraît très loin de ce monde. Une distance qui n'est pas éloignement totalement, mais c'est une distance critique. La lecture nous fait réfléchir lentement, mais nous renvoie ensuite sur le monde pour la critiquer, pour
pour la remodeler, etc. Et quels sont les textes philosophiques qui vous ont marqué, messieurs? Quels sont ces textes qui ont participé activement à la construction de votre intelligence? Ismaël, si tu recommanderais un texte à une jeune femme de 23 ans qui regarde maintenant Délivrez-vous. Je commencerai d'abord par... je ne sais franchement pas où commencer. Il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement de références livresques dans ma tête. Mais je crois que l'un des textes m'ayant marqué profondément, c'est celui de Lucrèce, par exemple, de Natura Rerum, de la nature des choses. Lucrèce qui rentre dans cette philosophie hellénistique, c'est-à-dire à un moment où la culture grecque, l'âge d'or de la Grèce, c'est-à-dire le siècle de Périclès, je cherchais le nom, n'était plus le temps d'après Alexandre le Grand. C'est-à-dire Épicure, Lucrèce et puis Épicure, bien sûr, ont formulé une pensée qui nous permet de nous débarrasser des superstitions, d'aller dans le fond des choses et de comprendre que les dieux, que les esprits, que l'âme, c'est une chose toute naturelle. Si jamais il existe un Dieu, il existe une âme. C'est-à-dire, nous sommes entourés de la matière. Et pour comprendre les choses, pour mieux se délivrer, il faut avoir abordé les choses suivant d'autres perspectives, suivant d'autres points de vue. C'est-à-dire d'aller au fond des choses sans faire appel aux esprits, aux lois, etc. Mais Lucrèce porte cette vision des choses en poème. Et on sent que l'épicurisme est tout au fond dans sa dynamique d'écriture. On sent qu'il témoigne d'un amour et qu'il appelle même à une application de l'épicurisme dans cette société romaine et grecque. Absolument, le style, comme tu as dit, c'est un poème, mais il y a eu un souci pédagogique. À l'époque, le poème, c'était la forme la mieux appropriée pour permettre à des gens de mieux se remémoriser. C'était comme une technique, un outil mnémotechnique qui permettait de se remémorer facilement les choses entendues, les choses écoutées. Donc il y avait ce souci chez Épicure. C'est pour te dire rapidement que le philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui est séparé du reste du monde, tout au contraire. Il entend se faire écouter par les autres parce que sa proposition, il pense qu'il doit la partager, qu'il doit la vivre avec d'autres. Fabrice, un texte qui t'a beaucoup marqué, ton coup de foudre littéraire ou intellectuel ou philosophique? Personnellement, j'ai eu plusieurs coups de foudre littéraires ou philosophiques. Mais pour répondre à la question, à une fille de 23 ans, je proposerais la philosophie dans le boudoir. Cependant, si cette jeune fille-là a une haute estime d'elle-même, c'est-à-dire si elle croit qu'elle est au-dessus de beaucoup de gens, je recommanderais Crime et Châtiment. Donc, c'est vraiment ce texte littéraire qui m'a marqué philosophiquement. Donc, je crois que Raskolnikov, le personnage principal du livre, c'est celui-là même qui va commettre un crime qu'il justifie au nom d'une morale plus haute, au nom d'une haute estime de lui-même. Donc là, je recommanderais ce livre-là pour quelqu'un qui se croit supérieur au reste du monde. Mais Fabrice, sur la fin de Crime et Châtiment, on a l'impression que la morale collective finit par avoir le dessus. Et c'est là justement où Raskolnikov rejoint la masse, rejoint les autres. Le sens commun. Cependant, Raskolnikov, tout le plaisir de Raskolnikov, c'est dans la première partie où il n'a pas encore opéré cette repentance, la repentance qu'il opère avec la rencontre d'une jeune fille, Sonia. Donc c'est Sonia qui va l'amener à la morale chrétienne, qui va l'amener finalement à la rédemption. Sonia qui est prostituée, disons-le Sonia aussi. Une prostituée finalement. Cependant, le premier Raskolnikov, celui qui a travaillé par cette morale plus haute, cette haute estime de lui-même, c'est celui-là même qui a aussi travaillé par la cruauté. Il y a quelque chose pour moi, un rapprochement très, très clair entre la création, l'artiste qui se croit un génie supérieur et la cruauté possible dans ce même individu-là. Donc moi, pour ma part, je ne fais pas de séparation entre cruauté et création littéraire géniale. Dostoïevski, Crime et Châtiment. Ouais. Ismaël, quel deuxième livre tu recommanderais à un jeune de 25 ans qui regarde maintenant Délivrez-vous? Je proposerais le livre qu'a écrit celui qui avait été châtié de sa communauté à 24 ans. C'est l'éthique de Spinoza, par exemple.
Je pense que Spinoza, c'est quelqu'un qui est peut-être arrivé à formuler, à concevoir un monde où la haine serait absente, excusez-moi. C'est-à-dire qui est parvenu, lui qui a subi toutes les injures, toutes les haines du monde, notamment celles de sa communauté, il est parvenu à offrir autre chose, c'est-à-dire à un dépassement. Donc, je proposerai un livre de cet emploi-là à un jeune. Moi, je ne sais pas s'il faudrait la proposer à un jeune ou à un moins jeune. Je dirais tout simplement à quelqu'un. Ah oui. Parce que la pensée philosophique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça traverse les âges. Mais Ismaël, Spinoza dans l'éthique, c'est une révolution copernicienne dans la façon de croire en Dieu. Je pense que tu as tout à fait raison, même si les philosophes, les historiographes de cette pensée-là ne se sont pas toujours mis d'accord pour dire que Spinoza, c'était quelqu'un, était-il athée ou ne pas être athée? Et c'est là que je ne rejoins pas notamment un penseur, un philosophe comme Michel Onfray, qui fait commencer l'invention, c'est son propre terme, l'invention de l'athéisme qui le fait commencer par exemple à Jean Meslier, donc qui a été pour lui le premier athée à s'être réclamé comme tel. Je pense qu'il faut faire un réexamen justement des pensées qui ont précédé celles du XVIIIe siècle. Donc Spinoza, c'est quelqu'un qui est allé au-dessus de ce que disait jusque-là sur Dieu, sur la nature. Donc pour lui, Dieu et nature, il n'y a pas dichotomie, il n'y a pas séparation, c'est une seule et même chose. Ouais. De ce point de vue-là, Spinoza était celui qu'il fallait bannir. Où ses livres ont été 1000 fois pris dans des autodafés. Ouais. Donc Spinoza, c'est vraiment un maître à penser, mais qui propose finalement une philosophie de la joie ou du bonheur. Fabrice, est-ce que Spinoza ne campe pas l'homme comme un pantin, dans le sens où il dit nos volontés sont placées, sont toujours surdéterminées. Voilà, le fameux principe de la surdétermination. Il dit nous pensons vouloir. Mais au fait, c'est des processus mentaux sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir, qui veulent et qui désirent. Nous n'avons en fait que des illusions de volonté. Non mais écoute, personnellement, humblement, je ne suis pas spécialiste de Spinoza. Cependant, je peux dire que l'homme chez Spinoza, c'est l'expression d'une modalité de Dieu. C'est-à-dire que même si la volonté de l'homme se noie dans le panthéisme, se noie dans la détermination, les surdéterminations, mais l'homme reste demeure une modalité de la substance. Donc, en dépit de tout, l'homme participe de cette substance-là. Donc, il y a là... L'homme est un tout petit peu Dieu, au fait, dans la logique de Spinoza. Je ne vais pas le dire. Un tout petit peu Dieu. Je ne vais pas m'avancer sur cette question-là. Mais humblement, je peux dire que l'homme est une modalité de la substance et en tant que tel participe de la substance, donc participe aussi de Dieu. Participe de cette réalité en quelque sorte divine. Est-ce que tu penses que tu es surdéterminé quand tu désires, quand tu veux, toi, comme sujet, comme philosophe? Surdéterminé lorsque je veux, lorsque je désire, peut-être. Peut-être, mais par contre, je voulais faire un rapprochement entre le panthéisme chez Spinoza, le fait que l'homme soit traversé par les trames de nécessité, à Michel Foucault, par exemple, dans son approche du pouvoir. Lorsque Foucault parle du pouvoir, il dit on ne sort pas du pouvoir. Cependant, puisqu'on n'en sort pas du pouvoir, on peut trouver dans les marges de la société, dans les marges de ce pouvoir-là qui domine tout, une possibilité de créer sa vie comme une œuvre d'art. Jouer dans le pouvoir à trouver des marges d'expression de soi, de recréation de soi. Donc c'est ce qu'il appelle la subjectivation. Sur le coup, je te demande quel autre texte philosophique ou littéraire t'a profondément marqué? Bon, je vais dire la même chose. Beaucoup de textes m'ont marqué profondément. Par contre, il y a le texte de Zweig, la confession ou la confusion des sentiments. La confusion des sentiments, c'est un texte extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. Donc c'est un texte puissant, à mon avis, comme la plupart des textes de Zweig. Dans la confusion des sentiments, il y a un triangle oedipien très particulier, cette relation entre le maître, entre le disciple et la femme du maître. Oui, il y a confusion, il y a triangle amoureux, mais il y a surtout l'homosexualité cachée du professeur. Donc je pense aussi que la littérature permet ça. Et
À vrai dire, un homme comme Édouard Louis, qui a publié dernièrement, et Édouard Bellegueule, qui s'appelle maintenant Édouard Louis, qui est spécialiste de Foucault, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, il disait à la suite de Foucault, finalement, que la littérature, c'est véritablement cette discipline qui permettrait de dire des choses qui, normalement, seraient cachées. La littérature, c'est ce qui révèle les circuits cachés. Donc, Zweig, dans ce texte-là, c'est ce que Freud a salué avec ce texte-là. Freud l'a salué parce que Zweig a touché un point sensible dans son époque. C'est-à-dire la question de l'homosexualité, tabou, énorme, que Zweig a finalement, grâce à la littérature, grâce à son petit chef-d'œuvre. Ou la question, le concept de transfert, justement. Oui, Mais, voilà. et aussi, et le maître et le disciple, leur relation, ce qui va fonder cette relation, c'est leur fascination pour le savoir. Fascination pour le savoir, plus précisément pour la philologie. Oui, Discipline, tout va se jouer autour de la philologie, justement. autour de la philologie et le jeune, l'apprenti, qui lui-même devient vieux après. Oui, mais lui, il les raconte en étant vieux. En étant vieux. 40 ans plus tard. Il est fasciné par la discipline philologique, il est fasciné par le charisme du professeur, mais un charisme qui est travaillé par quelque chose en profondeur qui le mine, quelque chose qui est travaillé par son homosexualité, par le fait qu'il disparaît de temps en temps. De temps en temps, il n'est pas à l'aise. C'est lui, avec sa femme, c'est froid. La relation est froide et moribonde. Ouais, et ça se révèle au fur et à mesure. Finalement, ça se révèle, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. La confusion des sentiments, Stéphane Zweig. Ouais. Ismaël, quel autre texte tu recommanderais? Quel autre texte t'a profondément marqué? Robinson Crusoe, puisque je suis dans l'interrelation, je pense que la pensée philosophique est inséparable de l'autre, comme le dirait ce maître, cet excellent penseur de l'altérité, Emmanuel Lévinas, qui dirait par exemple que l'autre, justement, fait partie intégrante de la structure de soi. C'est-à-dire, on n'est jamais soi-même en dehors des autres, en dehors de l'autre. Faisons un petit sourire à Rimbaud. Je est un autre. Est un autre, justement. Je pense que Rimbaud a vu juste, et Lévinas, je suppose que l'avait lu, mais c'est pour dire rapidement ce rapport de soi avec l'autre, quelle frontière établir, comment est-ce qu'il faut aller vers lui, ou comment est-ce qu'il faut se laisser conduire pour ne pas l'emprisonner, pour ne pas le submerger, pour ne pas le dominer. Et parlant de Robinson Crusoe, c'est plutôt la version de Tournier que j'aime. À vendredi, ou les Lames du Pacifique, où Tournier justement retourne les perspectives de Daniel Defoe, où il montre un Robinson qui est maintenant pris par le temps et qui est victime justement du temps et qui subit maintenant la position de Vendredi. Mais on peut se poser la question, comment serait cette relation si jamais Vendredi était une femme? Je pose la question à celui qui est dans le bonheur. Hein? Monsieur, on va retourner sur ces questions. On va marquer une autre pause. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Vous suivez Délivrez-vous. Et qu'est-ce que vous faites bien? Délivrez-vous, le plateau est philosophique. J'ai avec moi deux philosophes, Fabrice et Ismaël, et ça parle Kant, ça parle Spinoza, ça parle Heidegger. Et à ce moment de l'émission, mes deux invités sont en train de vous proposer des livres, de vous parler de textes qui ont marqué leur vie intellectuelle, leur pratique intellectuelle. Fabrice, quel autre texte t'a profondément marqué et que tu voudrais recommander aux gens qui regardent maintenant Délivrez-vous? Donc, ce serait le texte de Michel Houellebecq, justement, Les particules élémentaires, un texte pour lequel il avait voulu recevoir le Goncourt, mais malheureusement, il n'a pas reçu. Il l'a reçu des années plus tard pour soumission. Oui, mais il a eu un autre prix pour ce livre, c'est le prix du livre de l'année 98 par le magazine Lire. Mais il voulait le Goncourt. Il voulait le Goncourt pour ce livre parce qu'il pensait avoir fait quelque chose d'énorme. En effet, ce texte est immense et son écriture chirurgicale, parce que ce qui me marque dans ce livre, personnellement, c'est l'aspect desséché de l'écriture, c'est l'aspect clinique de l'écriture. Et ça, pour ma part, ça me renvoie à toute la modernité actuelle. C'est ce côté froid
de l'affaire. C'est ce que j'aime dans ce texte. Et les personnages dans les particules élémentaires, cette maman qui a mis au monde deux demi-frères et qui est toujours dans une logique de vie mai 68, elle a gardé ses bonnes pratiques de vie, elle est dans le bonheur à fond, comme on aime le dire depuis quelques temps. Et cette dame, est-ce qu'elle n'incarne pas la déresponsabilité maternelle, familiale? Est-ce qu'elle n'est pas en quelque sorte responsable de la déroute de ses deux fils? Dans quelque sorte, mais on pourrait dire aussi que ces deux fils ont été prédestinés par Houellebecq lui-même pour être déroutés. Et je crois que le livre ne serait pas ce qu'il est si Bruno n'était pas un pervers et si Michel n'était pas un ascétique, pratiquement. Donc je pense que c'est ce qui fait toute la force, toute la beauté de ce livre, c'est qu'on est en présence de personnages qui rendent compte de notre réalité à nous. C'est-à-dire des êtres travaillés intérieurement par leur solitude, par leur mesquinerie, par leur petite perversion personnelle. Donc c'est ce qui fait la beauté et le charme de ce livre. Et voilà. Donc si tu permets, je pourrais lire quelques Ah ben oui, avec plaisir. Tu peux lire un passage. Ça va être très bien. Ça peut permettre à tout le monde de voir un peu ce que ça veut dire comme écriture desséchée, travaillée. Bien sûr. Et voilà. Bruno se branlait 3 fois par jour. Les vulves des jeunes femmes étaient accessibles. Elles se trouvaient parfois à moins d'1 mètre, mais Bruno comprenait parfaitement qu'elles lui restaient fermées. Les autres garçons étaient plus grands, plus bronzés et plus forts. Bien des années plus tard, Bruno devait s'en rendre compte. L'univers petit bourgeois, l'univers des employés et des cadres moyens était plus tolérant, plus accueillant et plus ouvert que l'univers des jeunes marginaux, à l'époque représenté par les hippies. Je peux me déguiser en cadre respectable et être accepté par eux, aimait à dire Bruno. Il suffit pour cela que je m'achète un costume, une cravate et une chemise, le tout 800 francs, chez C&A, en période de solde. Il suffit en réalité pratiquement que j'apprenne à faire un nœud de cravate. Il y a, c'est vrai, le problème de la voiture. C'est au fond la seule difficulté dans la vie d'un cadre moyen. Mais on peut y arriver, on prend un crédit, on travaille quelques années, on y arrive. À l'opposé, il ne me servirait à rien de me déguiser en marginal. Je ne suis ni assez jeune, ni assez beau, ni assez cool. Je perds mes cheveux, j'ai tendance à grossir, et plus je vieillis, plus je deviens angoissé et sensible. Plus les signes de rejet et de mépris me font souffrir. En un mot, je ne suis pas assez naturel, c'est-à-dire pas assez animal. Voici ce que j'appelle un énoncé définitif. Extraordinaire. Je ne suis pas assez naturel. Donc pas assez animal. Donc pas assez animal. Je crois que dans ce livre, notamment Extraordinaire. Oui, c'est un texte, un très beau texte de Houellebecq. Bon, encore un beau texte de Houellebecq. Un bon extrait choisi. Notamment, tout à l'heure, vous avez parlé, vous deux, de cette mère-là qui peut-être n'a pas donné à ses filles un bon exemple. Mais je crois que par-dessus tout, il y a cette femme qui est restée fidèle à elle-même. Donc il y a ça qui est travaillé dans tout le livre. Et le chirurgien, le scientifique qui, à la fin, va vouloir créer un monde au-delà du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde tout imaginaire, Ouais. un monde scientifique. En 2029, justement, ça a donné quelque ça montre chose de comment catastrophique. il est difficile de vivre avec l'humain tel que nous sommes. Donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux de créer des automates, des gens qui seraient à notre convenance? Et c'est là que la vie de la mère dérange tout le monde. Je crois que le personnage qui pourrait mieux s'identifier à la vie de Houellebecq, c'est bien sûr la mère de ces deux, qui est toujours un iconoclaste. Qui est resté dans une vie débonnaire. Absolument. Absolument. Bon, voilà, Michel Houellebecq, les particules élémentaires. Tu voudrais ajouter quelque chose? Brièvement, je crois avoir commis une faute en disant que Houellebecq a reçu le Goncourt pour soumission. Il l'a reçu pour la carte et le territoire. Ah oui, oui. Donc voilà. Ouais, voilà. Et Ismaël, quel autre texte t'a profondément marqué? Je reviens à Jacques Roumain, par exemple. Tu reviens à la source. Je reviens à la source. J'aime bien ce que tu dis, j'aime beaucoup. Je reviens à la source et pour moi, Roumain, c'est une double source. C'est une source première dans la mesure où c'est lui qui a fondé le Parti socialiste haïtien. Le Parti communiste, carrément. Haïtien. Et c'est aussi celui qui, dans toutes mes lectures, je peux toujours me tromper, qui s'est positionné sur la question de l'existence de Dieu, qui s'est dit athée. En tout cas, je lis actuellement beaucoup de choses sur Jacques Roumain puisque je suis en train de travailler. Bon, c'est un coprojet, c'est un projet commun que je fais avec mon ami Ralph Jean-Baptiste. Nous travaillons sur Roumain parce que cette année, nous comptons sortir un texte dédié
en mémoire de Roumain, un café philo pour Jacques Roumain. Donc justement, c'est aussi celui qui est parvenu à une transcendance immanente, hein, à une transcendance où c'est l'humain qui est maître de tout, qui peut tout faire. Donc les solutions sont en nous et avec nous. Donc pour moi, Jacques Roumain demeure un modèle, mais vraiment un rassembleur, celui qui a dit les choses avec plus de poésie et dans leur vérité nue ou dans leur vérité profonde. Donc, n'appelons pas les dieux, ancrons-nous dans le réel, regardons les choses telles qu'elles sont et organisons le monde de façon telle qu'il puisse produire des merveilles, comme aurait dit Éluard. Absolument. J'aime bien cette phrase d'Éluard. Si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles. Que des merveilles. Et c'est ce que dit Jacques Roumain, le gouverneur de la Rosée. Tout le roumain, c'est ça. En tout cas, le roumain mature, majeur, c'est ça la profondeur de roumain se trouve dans ce texte-là qu'on appelle gouverneur de la Rosée. Je lis, comme je disais, il y a Archivos qui a publié l'œuvre complète de Jacques Roumain. Je n'ai pas vu se développer ce pan-là dans la pensée de Jacques Roumain. Malgré toutes les références qu'on a données, mais personne n'a jusque-là développé un roumain athée. Donc moi, athée étant, ça m'intéresse beaucoup de travailler, de développer, de camper la figure de ce roumain qui était tout compte fait athée. Tout voilà. Et toi, Fabrice? Non, je voudrais peut-être dire sur Roumain. Sur Roumain, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ismaël lorsqu'il dit que Roumain, c'est celui qui a dit avec le plus de poésie notre réalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que Roumain est immense. Roumain, pour moi, il est beaucoup plus immense comme militant politique que peut-être comme écrivain, même s'il a fait le gouverneur de la Rosée est un chef-d'œuvre, on est d'accord. Cependant, pour ma part, je dirais que j'ai une hiérarchie dans ma tête, c'est-à-dire c'est la hiérarchie Alexis, en termes d'esthétisme, en termes de belle langue. Pour moi, c'est Alexis, ensuite ce serait René Despestre, et après ce serait Émile Olivier. Ensuite viendrait Roumain en termes de belle langue. Alexis en premier, carrément? Oui, parce que j'adore ce type. Malgré l'arsenal conceptuel technique qui le mobilise certaines fois. Notamment dans Compère Général Soleil, ça peut être assez coincé, assez compact. On sent que c'est lourd à certains moments. C'est lourd, mais j'adore. Et j'aime bien cette manière d'écrire, cette manière de faire, assez compacte. Son écriture est très pesée. Ouais. Et il dit ce qu'il dit sans aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas une langue à la roumain qui serait très légère, quelque peu légère, mais il dit ce qu'il a à dire. Voilà. De ce fait, Fabrice, tu voudrais recommander maintenant quel autre livre? Ah ben, le prochain livre, c'est Le Sexus d'Henri Miller. Ah, quelle autobiographie! Extraordinaire. C'est le premier tome de la crucifixion en rose, qui est composé de Sexus, Plexus et Nexus. Ouais, Sexus, pour moi, en fait, ce type est bizarre. C'est un écrivain bizarre et on peut lui reprocher, on peut lui faire des reproches en ce qui a trait à la forme de son travail, c'est-à-dire c'est une écriture c'est comme un feu d'artifice, il va partout. Mais cependant, ce qui m'a marqué dans Sexus, même si c'est une partie, c'est un tome où il mobilise la sexualité énormément, cependant, il montre un désir, c'est le désir de devenir écrivain. Tout ce qui traverse la crucifixion rose, c'est le besoin d'écrire. Et c'est un besoin que je ressens. C'est un besoin que la plupart des jeunes qui adorent les livres ressentent. Et c'est écrire dans une sexualité débridée, quand on prend la relation de Miller avec Marat. Oui, effectivement, c'est une sexualité débridée, c'est une sexualité sans limite. Cependant, Miller, c'est un autre personnage. Il n'est pas Marat, il n'est pas son ami le juif, il est lui-même qui veut s'inventer, qui veut devenir quelqu'un d'autre, qui veut devenir écrivain. Et ce devenir écrivain, c'est ce qui traverse son œuvre. On est en route vers la fin de l'émission. Ismaël, quel autre livre t'a profondément marqué? Le dernier livre. Le livre qui dit que il y a un espace qu'on appelle, il y a une proposition, il y a un lieu qu'on appelle la démocratie et qui n'est à personne. C'est l'auteur qui a écrit L'invention démocratique. Je vais parler de Claude Lefort, qui est un philosophe qui m'a beaucoup marqué, d'abord par son travail qu'il a fait sur Machiavel, le travail de l'œuvre, et ensuite cette œuvre-là, cet autre ouvrage, L'invention démocratique. Il a une manière particulière de définir ce qu'est la démocratie qui n'a été retrouvée nulle part. Pour lui, la démocratie ne veut pas être appropriée par quelque faction que ce soit, ça demeure l'espace où tout peut cohabiter
dans le respect intime de chacun. Donc pour moi, il y a un lieu notamment qui me vient à la tête, un lieu que je trouve qui incarne parfaitement bien ce que dit le fort, c'est Champ-de-Mars. Et là, j'en profite pour saluer tous mes amis de Champ-de-Mars, notamment à Raymond, hein, à Alexandre Raymond, qui est quelqu'un qui a une ouverture, je veux dire, les gars du Champ-de-Mars ont une ouverture, ils discutent, on a l'impression qu'ils ne font rien, qu'ils sont en permanence, mais au fond, c'est une permanence illusoire. On voit la foule est là, mais on ne sait pas que cette foule a été agrémentée par des individus et qui font que passer. Le matin, on voit la foule est là, l'après-midi, elle est encore là, mais ce ne sont pas les mêmes individus. C'est-à-dire que l'illusion se renouvelle. On a l'impression qu'ils sont les mêmes, ce n'est pas le cas. Et c'est un lieu qui est visité par beaucoup de... Les points de vue ou les regards qu'on a sur Champ-de-Mars sont parfois péjoratifs. On pense que c'est des gens qui n'ont rien à faire. Ce qui n'est pas le cas. C'est des personnes, c'est des universitaires aussi, puisque je suis passé, Fabrice est passé, Dorestal parfois passe. Ouais, moi je passe de temps en temps. D'Angelo aussi, Rav Jean-Baptiste, Casimir. C'est des gens qui passent au Champ-de-Mars et qui apportent leur part, leur quote-part, pour le dire autrement. C'est des gens qui ont compris que l'espace public, comme le dirait Habermas, c'est cet espace-là où la pensée peut s'articuler dans le respect de chacun. Donc je pense que Claude Lefort particulièrement m'intéresse. Est arrivé à faire ce travail. L'invention démocratique. Dernier texte, Fabrice, qui t'a profondément marqué? Je pense avoir donné tous mes textes. Ah ben si, tu as donné 5 titres. Non, j'ai donné 4 en effet. 4. Tu as raison, c'est La danse de la réalité d'Alexandre Jodorowsky. Qui est son tout dernier livre. Je crois que oui. Ouais, en tout cas, c'est un livre qu'on m'a passé, qu'on m'a prêté lorsque j'étais au Centre Penn, que le directeur du centre m'a passé, Jean-Yves Milcé, que je salue au passage. Et alors, ce texte-là, Jodorowsky, en tout cas, il raconte sa vie. Une vie totalement débridée, une vie totalement non conformiste. Et une vie aussi vouée à l'autre et à ce qu'il appelle la psychomagie. Oui, il aboutit à la psychomagie, Ouais. mais c'est une recherche de lui-même, c'est-à-dire c'est un recentrement en lui-même, tout en n'essayant pas de ressembler à ce que la société voudrait le pousser à ressembler, en devenant ce qu'il veut devenir lui-même. Cette recherche, cette quête de lui-même aboutit à la psychomagie et aboutit à plein d'autres choses, comme le théâtre panique, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant recevoir dans cette émission une jeune personne qui nous a envoyé une vidéo sur un livre qu'elle a lu. Et j'invite tout le monde à continuer à poser ce geste. Quand vous lisez un livre, quand vous l'aimez, faites-vous filmer par votre voisin, par votre petit frère et envoyez-nous la vidéo, 1 minute, 2 minutes, quel que soit ce que vous dites. Dès que ça parle du livre, on reçoit tout ça à Délivrez-vous. Allez, maintenant, on visionne ensemble, messieurs. Je suis Tara Leina Maouchka Saint-Hilaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre titré Les mots sans mots. Les mots sans mots est un livre écrit par mon professeur Jim Wise Eli. C'est un mélange de genres littéraires. Les mots sans mots, c'est un moyen utilisé par l'auteur pour nous montrer l'impuissance des mots face à nos mots. Dans ce livre, j'aimerais vous présenter un texte comique titré On en a marre. C'est l'histoire d'Albert, une jeune haïtienne. L'histoire débute avec Albert qui remet un nouveau devoir de méthodologie en créole à son professeur Savoir-Li. Savoir-Li, énervé, fait appeler les parents d'Albert. À leur arrivée, le professeur Savoir-Li explique aux parents d'Albert que le problème de leur fille est un problème psychique et qu'il faudrait qu'elle voie le psychologue de l'école, à savoir Madame Voirtout. À son arrivée, Madame Voirtout ausculte Albert. Et après, elle explique aux parents que la maladie de leur fille est la francréolomonophobie psychique. Et après avoir analysé le cas d'Albert, elle dit aux parents, elle prétend s'être infiltrée dans la tête d'Albert et d'avoir enlevé toutes les traces de la francréolomonophobie psychique. Cependant, en passant par sa tête et sortant par sa gorge, elle a pu remarquer les traces d'une autre maladie appelée francréolomonophobicale et conseille alors aux parents d'Albert de voir le dentiste de l'école, à savoir la docteure Sankari. À son arrivée, la docteure Sankari, après avoir négocié avec les parents d'Albert, décide d'ausculter Albert.
Après avoir ausculté Albert et après avoir compté le nombre de traces de la francréolomanophobicale, elle dit avoir vu 6 traces et demande une somme exorbitante pour les enlever. En expliquant aux parents d'Albert que cette maladie est une maladie très grave qui pourrait altérer l'avenir d'Albert si elle n'est pas opérée. Les parents d'Albert, étonnés par la longueur de la maladie qu'avait leur fille, décident alors de la faire opérer. Après, le docteur Sankari fait savoir qu'après avoir enlevé les traces de la francréolomanophobicale, qu'elle a pu déceler les traces de la francréolomanogamie. Les parents d'Albert, étonnés par ce mot, demandent à savoir ce qu'était encore cette maladie. La docteure leur fait savoir que c'est la rencontre, la collision entre les glandes francéines et créolines de leur fille. C'est ce qui provoque le problème d'Albert, à savoir qu'elle parle à la fois le français et le créole. Et que pour son bien-être, il vaudrait mieux enlever la glande créoline. Et elle leur raconte une anecdote, à savoir que sa glande créoline avait été enlevée dès son plus tendre enfance. Maman Souvenance, c'est un remarqué de leur note, lui dit qu'elle ne savait pas que parler créole était un cas pathologique et que c'est en créole qu'elle arrive à mieux s'exprimer. À la fin, Maman Souvenance leur dit que eux aussi ils sont atteints d'un cas pathologique de la volomafio-zinglindomanie professionnelle. On en a marre, c'est un plaidoyer pour la cohabitation du créole et du français. C'est aussi un moyen utilisé par l'auteur pour nous montrer comment certains professionnels utilisent leur métier pour arnaquer de pauvres gens. Les mots que vous venez d'entendre, à savoir la francréolomanophobie, la francréolomanophobie psychique, francréolomanophobicale, etc. n'existent pas encore. Tout comme en allant à l'hôpital, les docteurs vous inventent des maladies, au tribunal, les avocats vous inventent des lois. Ainsi donc, l'auteur nous a inventé des mots tout au long de son histoire. Les mots sans mots, c'est un livre vraiment extraordinaire. Je vous conseillerais de le lire. Voilà, messieurs, nous sommes sur la route finale. Nous sommes à la fin de notre belle causerie. Fabrice, tu es sur le point de passer l'arme à gauche. On t'exige une phrase. Quelle serait cette phrase? Eh bien, je n'ai pas vraiment de phrase en tête. Par contre, j'ai un mot. Ce serait, enfin, j'espère, ce serait la vie bonne. Est-ce que ma vie fut bonne? Ce serait ça ma dernière pensée, ce serait ça ma dernière phrase que je n'arriverai peut-être sûrement pas à formuler. Mais est-ce que j'ai pu vivre bien cette vie que j'ai eue finalement pendant le laps de temps que je l'ai eue? Comme aurait dit Lionel Trouillot, est-ce que tu as fait un bon usage de ta présence au monde? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup Fabrice, on était content de te recevoir. Ismaël, tu es en train de laisser ce monde. On te demande une phrase. Quelle est cette phrase? Je dirais la phrase qu'a dite le professeur Kittin dans la Société des poètes disparus. Saisissez l'instant, carpe diem. Merci beaucoup Ismaël. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'arrêtez pas de lire. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner. Restez dans le bonheur et la belle énergie. Soyez heureux.